Merci beaucoup, c'est un grand honneur d'être ici, le quatrième pays. Avec ce livre, on était au Luxembourg, bien sûr, en Allemagne, en Autriche et Suisse. Ah oui, toi aussi en Suisse, oui, alors cinquième pays. Et maintenant ici, en France. Oui, malheureusement, le livre, il n'y a pas déjà une traduction, mais peut-être un jour et on reviendra ici. Mon français, je suis allemand et je suis frontalier au Luxembourg. Ça aide à comprendre et parler le français, mais on va faire un mix des langues peut-être. Il y a des passages plus compliqués et je vais parler allemand. Mais bon, oui. Ça ira. Ça c'est. Ça ira, les aristocrates. Non. Alors, moi aussi, merci de nous avoir invités. C'est Michel qui a fait l'intermédiaire, mais on était chez Hendrik Heine, qui est le président du Parlement de la. Donc, je parle français, je pense que c'est mieux. Ouais. Alors là, Hendrik Kuhn, qui était le président, donc, a dit vous devez aller à Dijon. Moi, personnellement, je viens pratiquement depuis 2015 tous les ans à Dijon, en vélo. Et je continue à la Méditerranée ou au Ventoux. Alors cette année j'étais ici, j'ai logé donc au Mercure, Clemenceau, place Clemenceau. Il y a les tramways, là, comme à Luxembourg, on a aussi des nouveaux trams, c'est d'entrer. Et bon, Dijon, et l'histoire luxembourgeoise est quand même très liée avec les ducs, tous les ducs que vous avez ici, je crois que vous en avez 4. Hein. Nous on a qu'un grand duc, mais bon, il est quand même, le territoire était un peu plus petit. Bon, le livre, Michel, bon, je fais un peu de vélo. À l'époque, donc, j'ai fait 10 000 km par an. Et à partir de 2015, comme je l'ai dit, même avant, donc j'avais toujours en tête, au mois d'août, tu quittes le Luxembourg, mais tu fais aussi quelque chose pour, disons, pour le mental. Hein, parce que sur le vélo, il faut quand même avoir un peu de volonté pour s'y mettre. Et en 2023, donc il y avait les élections au Luxembourg, et enfin ce truc a pris une fin, parce que j'étais ministre à partir de 2004 jusqu'à 2023. Le premier que j'ai connu, le français, c'était Barnier, qui était à l'époque le ministre en 2004. Et puis tous les autres qui sont venus, surtout donc, mon ami. Moi, ils étaient tous des amis. C'était des gens de Juppé à Hérault, enfin tous ces gens-là, vous les connaissez. Enfin, peut-être de nom, vous les connaissez. Surtout Juppé, qui a quand même joué un rôle assez important. Et puis Fabius, hein, évidemment aussi, était un des ministres. J'en ai connu 7 ou 8, donc français. Et puis pendant toutes ces années, j'en ai connu, je crois, 240 qui sont arrivés et puis repartis. Et donc la démocratie, elle vit quand même du changement. Hein. Et il était temps que vraiment un autre, parce que les jeunes au Luxembourg, ils n'ont connu qu'un seul ministre des Affaires étrangères, et ça c'est mauvais. C'est toujours, que ce soit Poutine ou un autre, alors, même à un degré tout à fait inférieur, c'est le changement. Alors, Michel m'a dit, moi aussi j'ai fait du vélo, et il a vraiment, il a prouvé qu'il fait du vélo parce qu'il est allé avec un vélo de 40 kg de Luxembourg en Ukraine. Donc, moi j'ai un vélo, je crois que c'est le vélo Trek, là c'est 11-12 kilos, avec, disons, le bagage dessus, c'est 7-8 kilos, mais c'est pas 40 kilos, parce qu'un vélo de 40 kilos, vraiment, il faut avoir du courage et aussi quelque chose comme du courage. Alors j'ai dit, Michel, ok, je crois que tu es apte à faire ça, mais tu fais doucement parce que je veux te suivre. Bon, ça a marché. Alors on est parti de Schengen, tout droit vers le Ventoux. Donc Schengen, et puis direction, on n'était pas à Dijon cette année-là, on était à Jussieu,
Donc, Luxembourg, Nancy, Épinal, Jussieu. Puis on est allé à Grès, je crois. Et puis Patch, Chalon. Chalon, et puis Villefranche-sur-Saône. On a traversé Lyon. On est allé à Valence. Et puis Orange. Et là, on a tourné à droite, à gauche. Donc ça s'appelle Ville-sur-Ozon. Là, il y a la montée, donc c'est les gauches de la Nesque. Et puis, puis descendu vers Sault, et de Sault, on est parti pour faire autre. Alors, il avait l'idée, moi aussi, je pense qu'à un certain moment, j'ai dit oui, on va faire ça. Et puis, c'était le vélo et c'était la politique. Hein, donc, le Tour Einsleben, c'est un peu gros, hein, parce que je veux quand même continuer encore un tout petit peu. Mais en tout cas, on a bavardé ensemble, on a dormi dans les mêmes hôtels, évidemment. Et puis surtout, en route, cette année-là, il faisait chaud, mais pas trop chaud. L'année dernière, il faisait très très chaud. L'année dernière, quand j'étais seul, je me suis levé à 6 heures, je suis parti à 7 heures, et à 11 heures, c'était terminé. Hein, parce que là, il faisait vraiment très très chaud. Je me rappelle, j'étais ici sur la place qu'on a visitée, donc place des Ducs, place de la Libération, et il n'y avait plus de 40 degrés. Hein, donc, et lui, le monsieur là, à ma gauche, il ne supporte pas trop la chaleur. Lui, il voulait toujours aller le soir ou le matin. Hein. Alors, le matin, c'est déjà un peu plus difficile parce qu'il ne s'est pas levé à temps. Moi, je me suis... parce que j'avais une certaine expérience, comment faire. Mais tout ça, c'est bien adapté. Le premier jour, je me rappelle, et vous le verrez si vous avez si vous voulez lire le livre, le premier jour, c'était le 1er août, donc 24, et il y avait un tonnerre terrible, des orages, et on était dans le bois. Je ne sais pas si vous voyez Schengen, direction Nancy, le long de la Moselle, hein, le long des fleuves. Bon, à un certain moment, je lui ai dit, on va arrêter ici, on va prendre le train. Et tout à coup, après Metz, en Thionville, on était chez le boulanger, le pôle là, et après Metz, ça s'est éclairci un tout petit peu, et donc on a continué, on est arrivé à Nancy, où j'ai fait mes études, j'ai vu, en route, on avait même vu quelqu'un qui a aussi fait son droit à Nancy, donc on était à Nancy, et puis ça coulait de soir, il n'y avait plus aucune goutte de pluie, bon, j'ai dû lui montrer comment réparer crevaison, parce que monsieur il est de Trèfle, donc là on ne crève pas, mais ici en France ça peut arriver. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout d'enlever le pneu de la jante. Aujourd'hui les gens ils ont un petit retour là, c'est pas facile. Mais bon, ça a bien marché. Et je crois, Michel, tu m'as. Son génie, c'est des conversations qu'on a eues sur le pont, en route, ou le soir. Il avait son micro, là, comme tous les journalistes. Et puis, même le soir même, je pense que il a commencé à écrire. Et donc, c'est devenu un bouquin. Et maintenant, c'est à toi un peu de dire un peu ce qui est dans le livre, parce que moi, je ne suis qu'un acteur. Toi, tu es le chef de l'œuvre. Et sa femme, elle était aussi en route quelques jours, et ça c'était très intéressant. Aussi, c'est dans le livre les conversations avec Sylvie, et ça c'est très honnête. Elle parle de ce que ça peut dire d'être la femme d'un ministre. C'est pas facile, en fait. Mais aussi, tu te souviens d'Alexei, le jeune français. Oui. Il y a beaucoup d'anecdotes. Parfois, c'est très grave. Il faut dire que c'est un jeune qui est de Paris qui est descendu sur Lyon. Oui. Et on l'a trouvé en route, mais lui, je ne sais pas où il dormait pas à l'hôtel. Nous, on a quand même dormi, on les avait des hôtels. Il dormait en campagne et on l'a. Comment ça s'appelait déjà? C'était avant Villefranche. À Villefranche, on l'a perdu. Mais je ne sais plus tous les villages, mais c'était un village.
je ne sais plus. Mais bon, on l'a trouvé en route, on a fait un bout de chemin ensemble, et là, c'est unique. On avait 3 générations, c'était un jeune. Hein. Ouais. Lui, il aurait pu être son père et moi son grand-père. Et puis, on était ensemble. 20 ans, et on est roulé ensemble quelques heures. Oui. Et lui, il n'a pas raconté beaucoup de soi-même, mais j'ai expliqué à Alexei, alors ça c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, et en fait, oui, on a joué un peu le Tour de France. Oui. Alexei, il a compris parce que lui, il a fait toutes les photos, il a fait des commandes, des Commentaires sur Facebook. commentaires, Oui. il a fait la stratégie, et Alexei, alors tu es le capitaine et Oui. le chef d'organisation Ouais, et tout cela. Allez, je vais prendre le livre. Oui. Oui, on a plusieurs passages. Qui parle allemand ici? Ah, ok. Bon, alors on va faire ça en allemand. Oui. Non, parce que, en ce cas, bien. Unterwegs in Lothringen. Die Sonne über Frankreich kann unbarmherzig sein. Eine größere Herausforderung als das Überstehen von Unwettern ist daher das Beschaffen von Trinkwasser. So war es etwa bei Asselborns von Beginn an heißer Sommertour 2022 gewesen. Wenn du Glück hast, findest du eine Bäckerei, die dir Wasser gibt. Ich bin aber auch schon auf Friedhöfe gegangen. Vielleicht nicht so schnell. Ich denke es. On va lire aussi. Ja, aber Ja, okay, ja. ziemlich Pardon, schnell. ja. Ja, ich stelle mich vielleicht dann einfach hin. Das ist dann doch besser. Wenn du Glück hast, findest du eine Bäckerei, die dir Wasser gibt. Ich bin aber auch schon auf Friedhöfe gegangen, erzählte er seinerzeit. Doch hier in der lothringischen Provinz findet man kaum noch Bäckereien oder andere Läden, um Getränke zu kaufen. Vor 20 Jahren sei das noch anders gewesen. Aber dann sind auch die Wirtshäuser aus den Dörfern verschwunden. Mir fiel immer auf, das, was effektiv noch blieb, waren Bestattungsunternehmen. Auch im ländlichen Norden von Luxemburg zeige sich diese Entwicklung. Und wenn ein Dorf sein Wirtshaus verloren hat, hat es auch ein Stück von seinem sozialen Leben verloren. Ich hake ein, ob diese Entwicklung die Ursache dafür ist, dass die Rechtspopulisten um Marine Le Pen im Osten Frankreichs so stark sind. Jean Asselborn winkt ab. Es gebe viele Ursachen dafür. Die inzwischen zu Rassemblement National umbenannte Partei Front National zeige keine Lösungen auf, sondern klage nur Probleme an. Wenn der Front National einmal regieren würde, ich hoffe nie, würden die Leute sehen, wie schnell die mit ihren Theorien am Ende sind, erklärt er. Asselborn kann nicht verstehen, dass die Rechtspopulisten auch in der luxemburgischen Nachbarregion Grand Est seit Jahren sehr stark abschneiden, indem sie Stimmung gegen die Migration machen. Früher sei das undenkbar gewesen, meinte er. Luxemburg habe nach dem Zweiten Weltkrieg unglaubliches Glück gehabt, weil, Zitat, immer Leute an den politischen Hebeln saßen, die wussten, dieses Land kann sich nicht einschließen, kann keine Palisaden um seine Grenzen bauen, denn darin würde es verkümmern. Das Großherzogtum sei immer ein Land des Durchzugs gewesen, betont er. Als junger Mann habe er als Gemeindebeamter miterlebt, wie Ende der 60er Jahre die ersten portugiesischen Auswanderer nach Luxemburg kamen. Damals regierte dort noch der Diktator Salazar. Diese Menschen waren froh, dass sie fort waren und ihr Leben in Freiheit gestalten konnten, hebt Asselborn hervor. Sie bekamen Arbeit in der Landwirtschaft, in der Stahlindustrie und auf dem Bau. Es waren freilich Jobs, die viele Luxemburger nicht machen wollten. Aber das sei längst nicht mehr so, findet Jean. Viele Portugiesen hätten sich hochgearbeitet und für Luxemburg einen großen Mehrwert geschaffen. Sie sind aus unserem Land nicht mehr wegzudenken, ist er überzeugt. Luxemburg wäre generell nicht zu denken, ohne die vielen Menschen, die zum Teil schon Ende des 19. Jahrhunderts aus Polen und Italien zu uns kamen, dann vor allem seit Ende des Zweiten Weltkriegs die vielen Franzosen, Belgier, Deutschen, Italiener und Spanier. Heute sind es auch die Inder, Chinesen und Amerikaner und so weiter, die einen wichtigen Teil unserer Bevölkerung
nutzungswirtschaftlichen Potenzials darstellen. Pour la traduction en français. En route en Lorraine. Le soleil sur la France peut se montrer impitoyable. Plus encore que de survivre aux intempéries, le véritable défi consiste à se procurer de l'eau potable. Ce fut le cas lors de la tournée estivale 2022 d'Asselborn, marquée par la chaleur dès le départ. Avec un peu de chance, on trouve une boulangerie qui vous donne de l'eau. Mais il m'est aussi arrivé d'aller dans les cimetières, racontait-il alors. Ici, dans la province lorraine, on trouve toutefois à peine encore des boulangeries ou d'autres commerces pour acheter des boissons. Il y a 20 ans, la situation était différente. Mais ensuite, les auberges ont elles aussi disparu des villages. Ce qui m'a toujours frappé, c'est ce qui restait réellement. C'était les entreprises de pompes funèbres. Cette évolution s'observerait également dans le nord rural du Luxembourg. Et lorsqu'un village a perdu son auberge, il a aussi perdu une part de sa vie sociale. Je lui demande si cette évolution explique la force des populistes de droite autour de Marine Le Pen dans l'est de la France. Jean Asselborn balaie cette idée. Il y a, selon lui, de nombreuses causes. Le parti rebaptisé Rassemblement National, anciennement Front National, ne proposerait aucune solution, mais se contenterait de dénoncer les problèmes. Si le Front National devait un jour gouverner, ce que j'espère ne jamais voir, les gens réaliseraient à quelle vitesse ils attendraient les limites de leur théorie, explique-t-il. Jean Asselborn ne comprend pas non plus que les populistes de droite enregistrent depuis des années de très bons scores dans la région voisine du Grand Est, en attisant les peurs liées à la migration. Autrefois, cela a été impensable, estime-t-il. Après la Seconde Guerre mondiale, le Luxembourg aurait eu une chance incroyable parce que des personnes se trouvaient toujours au levier politique en sachant que ce pays ne peut pas se renfermer sur lui-même, ni ériger des palissades autour de ses frontières sous peine de dépérir. Le Grand-Duché a toujours été un pays de passage, soulignait-il. Jeune homme, alors employé communal, il a vu arriver à la fin des années 1960 les premiers migrants portugais au Luxembourg. Le dictateur Antonio Oliveira de Salazar était alors encore au pouvoir dans leur pays. Ces gens étaient heureux d'être partis et de pouvoir organiser leur vie en liberté, rappelle Asselborn. Ils trouvèrent du travail dans l'agriculture, la sidérurgie et le bâtiment, des emplois que beaucoup de Luxembourgeois ne voulaient pas exercer. Mais cela a depuis longtemps changé. De nombreux Portugais ont gravi les échelons et apporté une grande valeur ajoutée au pays. Ils font partie intégrante de notre société, affirme-t-il. Mais plus largement, le Luxembourg serait impensable sans les nombreuses personnes venues chez nous en partie de la fin du XIXe siècle de Pologne et d'Italie, puis surtout après la Seconde Guerre mondiale de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. Aujourd'hui, ce sont aussi des Indiens, des Chinois, des Américains et bien d'autres encore qui constituent une part importante de notre population et de notre potentiel économique. Voilà. C'est à moi. Bon, c'est que j'étais 20 ans ministre des Affaires étrangères et j'ai vu évidemment le fonctionnement de l'Europe. Et peut-être que je ne veux pas m'immiscer dans ce que vous voulez voter en France. Ce qui m'intéresse, c'est en tant qu'Européen, où est-ce qu'on va si vraiment on vote pour des partis ou pour les hommes et les femmes politiques qui sont, sont des populistes et aussi des nationalistes. Alors, cette année, en Allemagne, c'est une année très, très, très importante. Vous savez qu'il y a encore des élections maintenant dans 3 Bundesländer, surtout à l'Est. Et j'étais encore il y a quelques semaines chez Steinmeier, qui est un ami, parce qu'il était ministre des Affaires étrangères, et on en a parlé de Sachsen-Anhalt. Et les pronostics pour l'instant sont que dans ce land-là, donc l'AfD va avoir plus de 40%.
peut donc avoir une majorité absolue, même rester un peu en dessous, et donc devrait avoir des partis de la CDU pour qu'on arrive à former un gouvernement. Et cela peut avoir des répercussions très importantes sur la coalition à Berlin. Surtout aussi l'image, à mon avis, de l'Allemagne, avec un ministre-président dans un land allemand qui vient donc de cette famille politique, qui pour moi est une famille politique qui a dans ses buts d'affaiblir, au moins d'affaiblir l'Union européenne, pas de sortir de l'Union européenne, mais de l'affaiblir, c'est-à-dire qu'il veut toujours avoir les milliards, donc qu'on peut avoir à Bruxelles, mais d'un autre côté, la philosophie de l'Union européenne, qui est une union. Vous vous rappelez peut-être que les 6 pays qui ont fondé l'Union européenne dans les années 50, c'était la France, l'Allemagne, les 3 pays du Benelux et l'Italie. On a donné des compétences à Bruxelles pour que cette union puisse être bâtie. Et donc là, on est dans un système où l'Europe serait une addition des intérêts nationaux. Ça, c'est le célèbre l'Europe des nations. Donc, et là, il faut faire attention à ce qui est derrière. Je pense que nous, en Europe, on a quand même on connaît notre histoire. Je ne veux pas parler des années 30, hein, mais quand même, il y a une certaine histoire. Vous aviez un président qui a dit le nationalisme, c'est la guerre. Et ça, c'est vrai, surtout aujourd'hui. Donc là, je pense que ceux qui veulent casser l'Europe veulent aussi casser la démocratie. Parce que l'Europe est fondée sur la démocratie. Et les 3 piliers de la démocratie, à mon avis, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. Donc c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement et pas le contraire. C'est l'indépendance de la justice et c'est les médias libres. Et vous avez vu Orban maintenant qu'on va envoyer au Mars avec un masque, peut-être que c'est un candidat pour être éjecté. Donc Orban est parti, mais les problèmes ne sont pas partis. Mais cet Orban-là, depuis 2010, donc ça fait 16 ans qu'il était au pouvoir, et ce qu'il a fait, il a pas à pas détruit ces 3 piliers. Il a détruit les piliers d'abord que c'est lui qui a tout contrôlé, hein. C'est plus le Parlement qui a contrôlé, c'est le gouvernement qui a tout contrôlé. Les médias n'étaient plus libres et la justice n'était plus indépendante. Et c'est là, Kaczynski, quand il était au pouvoir, la même chose. Et si vous voyez aujourd'hui, ce 47e président des États-Unis, à partir de janvier 2025, il va dans le droit chemin, sur ce même chemin. Donc c'est pour ça que moi je pense, vraiment, et ça c'est mon deuxième point, une personne comme moi qui est née après la guerre, nous avons vécu, je parle de l'Union européenne, nous avons vécu depuis 1945 en démocratie, en liberté. Aussi parce qu'on a cet instrument qui s'appelle l'Union européenne. Et donc, je veux aussi que mes enfants et mes petits-enfants puissent aussi vivre 80 ans en liberté, en démocratie. Si on détruit un des 3 piliers, un suffit, les 3 n'en parlons plus, alors on est là où Orban a dit « je veux l'illibéralisme ». Donc on a la démocratie et on a l'illibéralisme. Et c'est pour ça que c'est vraiment important ce qui se passe maintenant en Allemagne. Et si je peux faire la transition sur la France, si les Français voient que les Allemands peuvent faire cela, donc ils peuvent voter à droite ou à l'extrême droite, bon, nous aussi on fait la même chose. Et vous savez que l'élection présidentielle en France, c'est vraiment l'élection phare, principale, tout dépend de cette élection. Et c'est pour ça que je pense que si l'Europe, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais si l'Europe, comme elle a été créée sur base du traité de Rome en 1957, et comme elle a vécu maintenant avec Maastricht, avec Amsterdam, avec Lisbonne, donc tout ça sera détruit si le tandem franco-allemand ne fonctionne plus. Donc le tandem franco-allemand, c'est la base de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'en 1945,
les Européens ont dit, nos mères et nos pères, ils ont dit, on ne veut plus jamais cela. 60 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale. 17 millions de morts, Première Guerre mondiale. On veut arrêter tout ça. Je ne parle pas de la guerre de 1860, mais il y avait quand même aussi 400 000 morts. Donc, on ne veut plus ça, et c'est pour cela qu'il faut réconcilier donc, cette dynamique destructive entre l'Allemagne et la France. Parce que l'Allemagne, évidemment, elle était toujours à l'origine des deux guerres mondiales, mais la France, elle a dû riposter, enfin, elle a riposté comme elle pouvait, mais le résultat, c'est énorme, et on ne veut plus. Donc, c'est la base de l'Union européenne, c'est qu'on ne veut plus Verdun. Première Guerre mondiale, mais aussi plus des morts et des morts et des morts, des dizaines de milliers de morts, comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça je pense, si je peux résumer ce que j'ai appris, c'est vraiment dans ces 20 ans, si je pense au futur, de mes enfants, de mes petits-enfants, des générations à venir, c'est vraiment là l'état de droit hein, qu'il faut respecter, et en deçà, peut-être qu'on en parle aussi, c'est le droit international. Le droit international, il est bafoué pour l'instant, mais c'est peut-être une autre question. Voilà. Ouais. On est tu as parlé de la guerre, de l'histoire. On a aussi un passage que j'ai lu beaucoup en Allemagne, parce que ça c'était, je pense que comme en France, on sait beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être pas beaucoup ce que ça signifie pour un petit pays, oui. Et comme le Luxembourg, et ce passage, je pense que ça explique un peu aussi la position luxembourgeoise. Mais écoutez, est-ce que tout le monde comprend le français? Oui, oui. Ah, okay. Alors c'est peut-être... C'est plus vite. Non, il faut là. Ok. On va faire au luxembourgeois. Allez. On arrive à tout. Oui, voilà. Klasse. Très bien. Am 10. Mai 1940, 9 Jahre vor Jean Asselborns Geburt, wurde das Großherzogtum von den Deutschen überfallen und besetzt. Es ist ein Datum, das noch heute jedem Luxemburger ein Begriff ist. Welche Bedeutung es gerade für ältere Menschen hat, verdeutlicht ein Vergleich, den Asselborn in einer Aussprache im Parlament zog. Am Tag des russischen Großangriffs auf die Ukraine stellte er dieses Ereignis, das der deutsche Bundeskanzler 3 Tage später als Zeitenwende bezeichnen sollte, in eine Linie mit dem Zweiten Weltkrieg. Zitat: Der 24. Februar 2022 ist für die Ukraine, was der 10. Mai 1940 für Luxemburg war. Nach dem Einmarsch der Deutschen wurde Gustav Simon, der berüchtigte Gauleiter von Koblenz-Trier, Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg. Hitler machte ihn per Erlass de facto zum Diktator mit allumfassenden Vollmachten, der nach eigenem Gutdünken schalten und walten kann. So brachte es der Journalist Steve Bissen auf den Punkt. Zwischen 1940 und 1944 versuchten die Besatzer, Identität, Kultur und Sprache der Luxemburger auszulöschen. Die französische Sprache wurde umgehend eingedeutscht. Auch für Jean Asselborns Familie hatte die deutsche Besatzung Folgen. Denn im Mai 1941 wurde im Großherzogtum der Reichsarbeitsdienst eingeführt, der luxemburgische Männer und Frauen zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr zum Zwangsdienst in Deutschland verpflichtete. Daraufhin wurde Jeans Mutter Irma, Jahrgang 1920, für ein halbes Jahr nach Berlin abkommandiert. Sie übernachtete mit anderen Frauen, darunter einigen Luxemburgerinnen, in einem Heim. Allzu viel erzählte sie ihren Kindern nicht von dieser Zeit. Auch was sie dort tun musste, weiß sie so nicht. Nach Angaben von Historikern waren die Frauen vor allem in der Landwirtschaft, in Dienststellen der Wehrmacht, bei Behörden, in Krankenhäusern sowie in Verkehrs- und Rüstungsbetrieben im Einsatz. An eine Episode kann sich Jean Asselborn jedoch erinnern. Wie seine Mutter ihm einmal erzählte, wurde eines Tages hoher Besuch angekündigt. Hitler persönlich sollte das Heim besuchen. Irma wollte aber auf keinen Fall dem verhassten Führer begegnen.
Ich weiß noch genau, wie sie mir erzählt hat, dass sie eine Krankheit vortäuschte und im Bett lag, sagt der Sohn. In einem Luxemburger Magazin seien später Fotos von diesem Besuch gezeigt worden. Irma sei zeitlebens froh gewesen, dass sie darauf nicht zu sehen war. Der Zwangsarbeitsdienst war nicht die einzige Schikane für die Luxemburger. Im August 1942 verkündete Gauleiter Simon die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg. Das sorgte für Aufruhr unter den Einheimischen. Auf die Ankündigung hin kam es zu landesweiten 4-tägigen Streikaktionen, die vom 31. August bis 3. September 1942 aufflammten und von den Besatzern blutig niedergeschlagen wurden, heißt es in einer Studie zur Besatzungszeit. Trotz der brutalen Unterdrückung jeglichen Widerstands habe sich etwa 1/3 aller Transportierten im Kriegsdienst entziehen können. Im geheimen Verstecken wurden sie von Mitgliedern der Resistance und der Bevölkerung mit Nahrung versorgt, ständig begleitet von der Angst, von der Gestapo verhaftet, deportiert und ermordet zu werden. Ab 1940 begann Gauleiter Simon mit der Verfolgung der Menschen jüdischen Glaubens in Luxemburg. Im Mai 1940 waren im Großherzogtum noch 3.907 Jüdinnen und Juden registriert, von denen geschätzt 3/4 nach Frankreich oder Belgien fliehen konnten, sei es aus eigener Initiative oder durch äußeren Druck. Dann setzten die Deportationen ein. Zwischen Oktober 1941 und Juni 1943 gab es 7 Transporte nach Auschwitz, Theresienstadt sowie in andere Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager. Von den rund 700 betroffenen Menschen überlebten nur etwa 40 die Shoah. Nach Kriegsende hätten viele Luxemburger den verhassten Gauleiter liebend gerne vor Gericht gesehen, doch in britischer Haft beging Simon im Dezember 1945 Suizid. Jean Asselborns Vater Philippe entging zunächst einem drohenden Wehrdienst, denn aufgrund einer eingezogenen Schulter wurde er als kriegsuntauglich ausgemustert. In den letzten Kriegsmonaten sollte er dennoch einberufen werden. Also suchte seine Familie ein Versteck, das sie bei Bauern in einer kleinen Stadt in der Südeifel fanden, knapp 40 Kilometer von Trier entfernt. Wie mir seine Schwester erzählt hat, wurde er in der Nähe von Wittlich versteckt. Sie haben mit viel Kaffee operiert, um den Leuten dort das schmackhaft zu machen. Sein Vater selbst habe über diese Zeit nicht viel gesprochen, erzählt Asselborn. La famille Asselborn sous l'occupation allemande. Le 10 mai 1940, 9 ans avant la naissance de Jean, le Grand-Duché fut envahi et occupé par les Allemands. C'est une date qui, aujourd'hui encore, parle à chaque luxembourgeois. L'importance qu'elle revêt, en particulier pour les personnes âgées, Jean Asselborn l'a illustré par une comparaison qu'il a faite lors d'un débat au Parlement. Le jour de la grande offensive russe contre l'Ukraine, il a mis cet événement, que le chancelier fédéral allemand qualifierait 3 jours plus tard de Zeitenwende, en parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Le 24 février 2022 est pour l'Ukraine ce que le 10 mai 1940 fut pour le Luxembourg. Après l'entrée des troupes allemandes, Gustav Simon, le tristement célèbre Gauleiter de Koblenz-Trèves, fut nommé chef de l'administration civile au Luxembourg. Par décret, Hitler fit de lui, de facto, un dictateur doté de plein pouvoir, capable d'agir et de disposer à sa guise, comme l'a résumé le journaliste Steve Pissy. Entre 1940 et 1944, les occupants tentèrent d'effacer l'identité, la culture et la langue des Luxembourgeois. La langue française fut immédiatement germanisée. L'occupation allemande eut également des conséquences pour la famille de Jean Asselborn. En mai 1941, le service du travail du Reich fut introduit au Grand-Duché, obligeant les hommes et les femmes luxembourgeois âgés de 17 à 25 ans à effectuer un travail forcé en Allemagne. La mère de Jean, Irma, née en 1920, fut ainsi envoyée pour 6 mois à Berlin. Elle dormait dans un foyer avec d'autres femmes, dont plusieurs luxembourgeoises. Elle ne raconta pas beaucoup de cette période à ses enfants. Son fils ignore également ce qu'elle devait y faire. Selon les historiens, les femmes étaient principalement employées dans l'agriculture, dans des services de la Wehrmacht, dans l'administration, dans les hôpitaux, ainsi que dans les transports et l'industrie de l'armement. Jean Asselborn se souvient toutefois d'un épisode. Comme sa mère le lui racontait un jour, une visite de haut rang avait été annoncée.
Hitler en personne devait se rendre au foyer. Irma refusait catégoriquement de rencontrer le Führer au nid. Je me souviens très bien de la façon dont elle m'a raconté qu'elle avait simulé une maladie et qu'elle était restée alitée, dit son fils. Plus tard, des photos de cette visite auraient été publiées dans un magazine luxembourgeois. Irma avait été soulagée toute sa vie de ne pas y apparaître. Le travail forcé n'était pas la seule brimade infligée aux Luxembourgeois. En août 1942, le Gauleiter Simon annonça l'introduction du service militaire obligatoire au Luxembourg. Cette décision provoqua de vives protestations parmi la population. À la suite de cette annonce, des grèves éclatèrent dans tout le pays pendant 4 jours, du 31 août au 3 septembre 1942, et furent réprimées dans le sang par les occupants, peut-on lire dans une étude consacrée à la période de l'occupation. Malgré la répression brutale de toute forme de résistance, environ 1/3 des enrôlés de force réussirent à échapper au service militaire. Cachés dans des refuges secrets, ils étaient ravitaillés par des membres de la résistance et par la population, constamment accompagnés par la peur d'être arrêtés par la Gestapo, déportés et assassinés. Dès 1940, le Gauleiter Gustav Simon entama la persécution des personnes de confession juive au Luxembourg. En mai 1940, 3907 juifs et juives étaient encore recensés au Grand-Duché. Environ les 3/4 purent fuir vers la France ou la Belgique de leur propre initiative ou sous la pression des circonstances. Ensuite commencèrent les déportations. Entre octobre 1941 et juin 1943, 7 convois partirent vers Auschwitz, Theresienstadt, ainsi que vers d'autres ghettos et camps de concentration et d'extermination. Sur les quelques 700 personnes concernées, seule une quarantaine survécurent à la Shoah. Après la guerre, nombre de Luxembourgeois auraient volontiers vu le Gauleiter au nid traduit en justice. Mais, emprisonné par les Britanniques, Simon se suicida le 18 décembre 1945. Le père de Jean Asselborn échappa d'abord à un service militaire imminent. En raison d'une épaule atteinte, il fut déclaré inapte au combat. Il devait néanmoins être appelé lors des derniers mois de la guerre. Sa famille chercha alors une cachette, qu'elle trouva auprès de paysans dans une petite localité du sud de l'Eifel, à près de 40 km de Trèves. Comme sa sœur l'a raconté, il a été caché près de Wittlich. Ils ont largement usé du café pour se rendre les gens favorables, rapporte Asselborn. Son père lui-même parlait peu de cette période. Oui, donc, quelques phrases peut-être sur ce que nous représentons, enfin le Luxembourg. C'est pas tellement important pour géopolitiquement, mais ce petit truc que nous sommes, c'est dû à 2 causes, je crois, deux arguments, hein, si vous voulez. Le premier, c'est que tout le monde voulait nous avoir. Les Belges, Bismarck, les Français, et aucun pays n'a voulu qu'on appartienne à un autre. C'est pour cela que vraiment on était dans une situation où c'était évident, déjà en 1815 à Vienne, mais aussi après, donc après la guerre, par exemple en 1870. Mais donc, on est resté neutre. Il y avait ce célèbre traité de Londres où c'était les Russes qui nous ont aidés. Parce que c'était la famille des Tsars. On nous aidait de rester donc, un pays autonome, un pays souverain. Et cette souveraineté, neutralité, elle n'a pas compté. En 10 minutes, on n'était plus un pays. Hein. Donc, le 10 mai 1940, c'était fini en 10 minutes. Hein. Malheureusement, vous savez que pour la France, c'était un peu plus lent, mais pas trop. Et la Belgique, évidemment. Et donc, une fois les Allemands au Luxembourg, ils voulaient détruire tout ce qui est luxembourgeois. Notre langue luxembourgeoise, c'est pas le français, c'était banni. Ma mère et mon père, ils n'ont pas appris à l'école le français. C'était défendu. C'était défendu d'enseigner le français. Et ceux qui s'appelaient Charlotte ou je ne sais pas, Joséphine, ils sont devenus des Gerda et Anne-Maria ou je ne sais pas quoi. Donc des noms
qui, à l'état civil, était inscrit dans l'acte de naissance. Alors, ce qui a quand même aidé énormément après la guerre, dans la guerre c'est ainsi, c'est la résistance. Donc, surtout les hommes de force, c'est-à-dire en français, tous les hommes nés entre 21 et 27, je parle de 1921-1927, ont été donc récupérés par les Allemands, ils ont eu l'uniforme allemand, ils sont envoyés en Russie. Donc ils se sont battus, ils ont dû se battre pour une cause qui n'était pas la leur. Et vous pouvez aussi vous imaginer, après donc, la perte de la guerre, enfin, après la défaite des Allemands, les Russes n'ont pas demandé vous êtes luxembourgeois ou vous êtes allemand. Ils avaient l'uniforme de Hitler. Et donc vous pouvez vous imaginer, donc il y a des gens qui sont restés encore 5-6 ans, étaient dans des prisons russes. Alors cela quand même, et ceux qui ne voulaient pas, qui voulaient fuir, il y a des gens qui se sont cachés. Si on a vu ceux qui ont caché des jeunes, tout de suite déportés vers l'Allemagne. Alors, il y a eu une grève générale, parce que les Luxembourgeois n'ont pas accepté cet enrôlement de force, et la grève générale a eu lieu. Et dans le ministère où j'étais, donc, c'était pas le premier ministère, mais le deuxième ministère des Affaires étrangères, il y avait une salle, on l'a signalé comme cette salle, où il y avait un Standgericht, je ne sais pas en français, un tribunal. Vous êtes condamnés en une nuit, et puis ils ont été exécutés à Innsbruck, c'est pas loin de Trèves, une trentaine de jeunes, et là, c'est quand même, ces gens-là, ils ont donné leur vie pour notre liberté, notre démocratie, après la guerre, parce que cette résistance-là, elle a montré à tout le monde après la guerre que le Luxembourg veut rester luxembourgeois. Nous avons un dicton qui dit « We willen blijven waar we zijn, we willen blijven waar we zijn ». Donc nous voulons rester ce que nous sommes. Et ça c'est quelque chose c'était la phrase des luxembourgeois après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce qu'on a fait, comme beaucoup d'autres pays, mais évidemment, les Français, les Allemands, c'est autre chose, mais les Allemands, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, n'étaient ni acceptés dans l'OTAN. C'est seulement en 1954 qu'ils sont devenus membres de l'OTAN, et c'est seulement un peu plus tard aussi qu'ils sont devenus membres des Nations Unies. Mais ils sont devenus tout de suite aussi, en 1957, membres de l'Union européenne, évidemment. Donc le Luxembourg, il a tout fait. Nous étions à New York donc pour la charte des Nations Unies, donc membre des Nations Unies, membre de l'OTAN et membre du Conseil de l'Europe, à l'époque qui était très important. Et c'est donc dans le droit international, dans une Union européenne intégrée, que nous avons pu défendre notre souveraineté. Et moi, parfois on dit que les Luxembourgeois sont européens, mais si les Luxembourgeois ne sont pas européens, ils ne veulent plus rester un pays souverain. Parce que la seule garantie que nous avons, en tant que tout petit pays, c'est l'Union européenne. C'est évident. Donc la France, elle peut vivre sans l'Union européenne, je pense. Mal, mais peut-être l'Allemagne aussi. Mais en tout cas, un pays comme le Luxembourg, aucune chance. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qui est entré dans le sang des Luxembourgeois. Évidemment, on a fait aussi on a commis des maladresses, mais si je vous dis que le Luxembourg, disons le bien-être de Luxembourg, c'est pas les banques, c'est vraiment, ça a commencé à la moitié du 19e siècle, quand on a trouvé la minette, c'est-à-dire comment dit-on, le fer, donc les Eisenerz, le minerai. Et à partir du moment qu'on a trouvé le minerai, donc
on s'est posé la question, est-ce qu'on apporte le charbon à Luxembourg, la Roure, ou est-ce qu'on transporte le minerai vers la Roure? Et donc, heureusement que pour le Luxembourg, ils ont pris la décision d'apporter le charbon vers Luxembourg. Et c'est la sidérurgie qui s'est développée. Elle s'est tellement développée au Luxembourg que dans les années 70, on avait 35 000 personnes qui travaillaient dans la sidérurgie. C'était comme la Lorraine, comme la région de Metz, la région de Longwy. Hein, donc c'est vraiment c'est là où on est devenu riche. Et puis, vous savez, dans les années 70, années 80, donc la sidérurgie, elle s'est écroulée. Et au même moment, pratiquement au même moment, c'est donc la place bancaire qui a pris son essor. Et ça arrive une fois sur 1000 ans. Hein, donc, ça s'écroule du côté de la sidérurgie et ça monte vraiment pratiquement dans le ciel en ce qui concerne donc la place financière. Et sur cette place financière, il faut aussi voir deux étapes. La première étape que moi j'ai vécue encore, c'était les anciens à Luxembourg. Ils disaient, si un jour le secret bancaire tombe, tout le système va tomber. Et on a quitté le secret bancaire et donc la place financière n'est pas tombée. Et je pense que cette place financière, comme toutes les places financières, il y a évidemment toujours un combat avec l'éthique. Hein. Mais bon, les pays qui produisent des armes, ils ont le même problème. Les Allemands qui produisent qui ont produit, j'espère qu'ils continueront à produire des centaines de milliers de voitures. Donc, moi, j'estime que le Luxembourg, le petit pays qu'est le Luxembourg, a droit d'avoir une place financière, mais une place financière propre. Hein. Et là, on a fait énormément d'efforts à partir de 2013, parce qu'avant, je peux vous dire, moi aussi, j'étais au gouvernement, et parfois le lundi matin, quand on s'est réveillé, on avait une mauvaise conscience, hein, vraiment. Et donc là, on a fait des pas en avant. Tout n'est pas dans le meilleur des mondes possible, ça c'est aussi vrai, mais je pense que les banques au Luxembourg, maintenant, ils ont quand même, accepté cette hygiène de contrôler ce qui est déposé au Luxembourg. Hein. Bon, on a toujours encore des voies de la lettre, ça c'est vrai, mais comparé à d'autres places financières, nous sommes quand même maintenant dans une situation qui est beaucoup meilleure. Et ta famille, c'est aussi des ouvriers, et aussi, parce qu'ici en France, que les politiciens viennent des grandes écoles, ENA et tout ça. Toi, tu as quitté l'école à 17 ans. Ta mère n'était pas très heureuse, mais c'est pas une carrière qui commençait comme ministre ou branchant ministre. D'abord, ministre, qu'est-ce que c'est ministre? Je crois qu'il y a des gens plus importants que des ministres. Hein. Mais j'ai quitté l'école parce qu'il y avait une fabrique qui s'est installée dans mon village. Elle s'appelait, c'était Uniroyal. Ils ont fait des toiles pour les pneus. J'ai vu ce qu'ils gagnent là, et j'ai dit l'école, j'étais assez longtemps à l'école, j'avais juste 3 ans du lycée, donc les 3 premières années du lycée. Et donc j'ai vu, on gagne à cette époque-là, mais vous ne pouvez pas, c'était environ 1 euro l'heure. Hein, c'était énorme pour une famille ouvrière, pour moi. Mais ma mère, vraiment, comme tu dis, maintenant ça suffit, on a tout fait pour que tu puisses faire des études. Et toi, Alors, heureusement qu'à un certain moment, je crois que j'avais 24 ans, déjà quand même, je suis parti donc en cours du soir, et j'ai fait le bac à Luxembourg, ce qui était très difficile, très. Et après, donc, il y avait un certain Jack Lang, que vous connaissez, qui était doyen à l'université Nancy 2. Moi, je ne peux rien dire parce que cet homme a fait énormément pour les salariés. On est allé quelques samedis à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Et c'est là qu'on a rencontré aussi les profs. Et donc, j'ai passé la première année, la deuxième année, c'était le DUC à l'époque, gré d'études universitaires générales.
Et puis la licence, et puis la maîtrise. Et donc, j'avais 27 ans quand j'ai fait le bac, et j'avais 32 ans, 31 ans ou 32 ans quand j'ai eu donc la maîtrise. Et la maîtrise, je l'ai eue un jeudi, je me rappelle encore très bien, au mois d'octobre 81. Et le dimanche, après ce jeudi, il y avait les élections communales dans mon village, Steinfort, au Luxembourg, l'élection communale. Et j'étais candidat et j'ai reçu le plus grand nombre de voix dans ma commune et je suis devenu maire. Alors tout était évidemment fini. En ce qui concerne, je voulais devenir, peut-être avoué, faire mon avoué et puis avocat, mais ça c'était terminé. Et ma mère a dit, maintenant tu es maire, c'est le plus important, tu es bourgmestre, il faut respecter la démocratie, les gens vont voter pour toi, donc pense pas à gagner de l'argent, reste maintenant sur le... Et puis, deux années plus tard, je suis devenu donc parlementaire. Puis le cirque a commencé. C'était jusqu'en 2003, j'étais maire pendant 23 ans. J'étais 20 ans au Parlement. Et puis en 2004, je suis devenu ministre des Affaires étrangères, donc pour une période de 19 ans et un peu plus. Genscher, qui est le numéro 2, je l'ai dépassé parce qu'il n'était que 16 ans ministre des Affaires étrangères. Et donc là, oui, on est une famille ouvrière, c'est ce que tu voulais dire, mais ma sœur et moi, on n'avait jamais faim, on n'avait jamais soif et on n'avait jamais peur. Ça, c'était vraiment quelque chose de... Et nous avons eu les échos de ceux qui ont fait la guerre. Donc les parents et les grands-parents qui avaient fait la guerre, ils nous ont raconté ce que c'était, et moi donc, après j'ai travaillé à l'administration communale, j'étais dans la maison de la population, dans le bureau de la population, et là j'ai appris quand même ce que c'était cette guerre aussi. Il y avait par exemple énormément de gens dans ce village qui n'avaient pas le droit de vote. Alors je me suis dit, après 2-3 mois, pourquoi celui-là que je connais, qui est un homme bien, une femme bien, pourquoi il n'a pas le droit de vote? Et ça, c'était parce que pendant la guerre, ils étaient du mauvais côté. Donc, ils étaient on appelle ça ils étaient des collaborateurs. Hein, et c'est après la guerre, donc, ces gens-là ont perdu le droit de vote. Et c'est un ministre socialiste, Robert Krips, qui était lui-même à Struthof, donc dans un camp de concentration, et devenu ministre de la Justice dans les années 70, je crois que c'était 74. Et c'est lui qui a redonné donc, le droit de vote à tous ceux qui en étaient exclus à cause donc, de la guerre. Donc j'ai vu aussi, évidemment, comme tu l'as mentionné, les premiers Portugais qui sont venus au Luxembourg. Nous avons 120 Portugais à Luxembourg. Et le Luxembourg a aussi énormément de frontaliers. Donc Français, 120 000, hein, Belges, 50 000, Allemands, 50 000. Ce sont tous des gens qui habitent dans des régions... qui économiquement ne sont pas, disons, à la pointe, mais je le dis, hein, comme je le sens, tout n'est pas bon, parce que, par exemple, les infirmières, ils gagnent le double au Luxembourg, et qu'est-ce qui se passe? Donc les Belges, les Allemands et les Français, ils perdent quand même beaucoup de capacité de travail, des spécialistes, parce qu'au Luxembourg, ils gagnent beaucoup plus que dans d'autres pays. Dans les pays environnants. Un autre côté, moi j'ai vu l'Anouilh, parce que j'ai vu l'Anouilh dans les années 70. Quand je suis allé à Nancy à l'université, j'ai toujours pris une femme avec de Nancy qui était dans ma voiture. Donc j'ai vu un peu cette catastrophe après l'écoulement de la sidérurgie dans la région de l'Anouilh. Et sans le Luxembourg, ce serait terrible pour ces gens-là. Hein. Donc j'ai vu que la France a maintenant à nouveau 8% de chômage, 8%, hein, c'est énorme. Hein. Donc je pense que c'est très bien que le Luxembourg existe, qu'il soit un pôle aussi d'emploi, mais il faut voir vraiment de ne pas trop nuire, hein, par ce fait, aux Belges, aux Français et aux Allemands. Bon, en Allemagne aussi, hein, donc cette région de l'Eifel, hein, il y a peu d'emplois. La Belgique, la province de Luxembourg,
est en fait très pauvre. Hein. Et les gens, ils viennent pratiquement de Namur. Hein. Et il y a des gens de Nancy qui viennent tous les jours à Luxembourg, hein, qui travaillent à Luxembourg. Enfin, comme il y a aussi des gens de Nancy ou de Metz qui travaillent à Paris. Hein, donc, mais là, c'est les TGV, ça va vite. Et les routes sont bourrées. Hein. Le matin, pour arriver à Luxembourg, c'est bourré. Et maintenant, l'après-midi, à partir de 4 heures, on n'arrive plus. Voilà. Bon, il ne faut pas se perdre. Tu as fait une très vite tour de ta vie. Oui. Bourgmestre, moins 3 ans, et maire, et ensuite ministre pour 2 décades. Peut-être la dernière passage du livre, parce que ça c'est un résumé qu'on a fait à Berlin, novembre 23, des derniers jours comme ministre. Et oui. Es sind turbulente Monate, in denen Jean Asselborn sich auf seinen Abschied vom Amt vorbereitet. Die internationale Diplomatie liegt jetzt, wo der dienstälteste Außenminister der EU die Bühne verlässt, in Trümmern. So wundert es nicht, dass es ein nachdenkliches Resümee wird. Zu Beginn seiner Amtszeit 2004 habe sich die internationale Diplomatie gerade von den Zerwürfnissen rund um den Irakkrieg erholt, sagt Asselborn. Es habe eine konstruktive Grundstimmung vorgeherrscht, trotz schwerer Krisen, die es auch in jenen Jahren gab. Etwa 2005, als der EU-Verfassungsentwurf in ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden scheiterte, was eine Schockwelle durch die EU gesandt habe. Nur 2 Länder haben bei Referenden Ja gesagt. Das waren Luxemburg und Spanien, erinnert sich Asselborn. Doch auch diese Krise habe man überwunden. Die Europäische Union hat sich zusammengerauft und hat dann wenigstens diesen Lissabonner Vertrag hinbekommen. Also das Prinzip Hoffnung stand oben. Das Prinzip Hoffnung, man mag es mit dem Abstand 2 Jahrzehnte kaum glauben, galt auch mit Blick auf das europäische Verhältnis zu Russland. Es waren Jahre, in denen sich die Außenminister der Supermächte annäherten. Man hat auch in Europa gespürt, wenn Amerika und Russland miteinander können, dann ist es viel einfacher. Asselborn erinnert daran, dass Wladimir Putin 2001 nach einem vielbeachteten Auftritt im Deutschen Bundestag als Reformer gefeiert wurde. Als ich mir diese Rede später durchlese, muss ich schmunzeln. Was die europäische Integration betrifft, behauptete der junge russische Präsident damals, so unterstützen wir nicht einfach nur diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung. Wir tun das als ein Volk, das gute Lehren aus dem Kalten Krieg und aus der verderblichen Okkupationsideologie gezogen hat. Heute sei ganz klar, so Asselborn, wir haben es in Russland mit einer Diktatur zu tun, mit einem Diktator zu tun, der unser Vertrauen total missachtet hat. Auch deshalb sei die politische Gegenwart von viel mehr Pessimismus durchzogen. Heute brauche ich nur 2 Daten zu nennen, erläutert Asselborn. Das eine ist der 24. Februar 2022, das andere ist der 7. Oktober 2023. Mit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 habe Russland die Charta der Vereinten Nationen zerstört. Das war ein Schlag gegen das internationale Recht, betont der Minister. Ich hake nach. Gab es nicht damals schon viele kritische Stimmen in Osteuropa, die dem Westen Naivität gegenüber Putin vorwarfen? Nicht alle Osteuropäer, entgegnet Asselborn. Wenn du zum Beispiel Ungarn nimmst, sie sind total auf der anderen Schiene. Es gab immer Bedenken von Polen, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man heute sagen kann, wenn ihr 2008 die Ukraine in die NATO aufgenommen hättet, dann wäre alles ganz anders gewesen. Hätte es dann vielleicht eine Ukraine-Invasion ganz unmittelbar gegeben, so wie es wenige Monate später zum Krieg zwischen Russland und dem kleinen Nachbarland Georgien kam? Wer weiß, sagt Asselborn. Du kannst natürlich auch jetzt argumentieren, dass ihr sie nicht aufgenommen habt, hat den Krieg nicht verhindert. Das ist ja eine Realität. Aber so einfach kann man sich das nicht machen. Wir saßen da doch alle im selben Boot, auf eine gewisse Art und Weise, und haben versucht, ein normales Verhältnis zu Russland hinzubekommen, das ja zu unserem Kontinent gehört. Und wie hätte man das anders machen können, als durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch kulturelle Zusammenarbeit? Eine andere große Bedrohung war das Streben Irans nach Nuklearwaffen. Bemühungen, die persische Urananreicherung zu stoppen, waren unter dem Hardliner Mahmoud Ahmadinejad
der 2005 bis 2013 regierte, zum Erliegen gekommen. Da war totaler Stillstand, was die Zusammenarbeit anging, erinnert sich Asselborn. Erst unter dem moderateren Staatschef Hassan Rouhani nahmen die Verhandlungen wieder Fahrt auf. Als es 2015 in Wien zu einem internationalen Abkommen kam, das eine Begrenzung und Kontrolle des iranischen Atomprogramms vorsah, galt dies als großer Triumph. Doch 2008 kündigte US-Präsident Donald Trump das Abkommen auf. Jean Asselborn kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ein sehr schwerer Fehler. Die Welt hat heute keinen direkten Hebel mehr, um den Iran daran zu hindern, Atommacht zu werden. Das Mullah-Regime arbeitet mit Hochdruck an einer nuklearen Bewaffnung und trage als Unterstützer der Terrororganisation Hisbollah, Libanon und Houthis in Jemen zur Destabilisierung des Mittleren Ostens bei. Le principe espérance était au sommet. Ce sont des mois mouvementés durant lesquels Jean Asselborn prépare son départ de ses fonctions. La diplomatie internationale est aujourd'hui en ruine alors que le doyen des ministres des Affaires étrangères de l'UE quitte la scène. Il n'est donc pas surprenant que son bilan soit empreint de réflexion. Au début de son mandat, en 2004, la diplomatie internationale sortait tout juste des déchirements liés à la guerre en Irak, rappelle Asselborn. Malgré les graves crises, une atmosphère de base constructive avait prévalu. Par exemple, en 2005, lorsque le projet de constitution européenne échoua à la suite des référendums négatifs en France et aux Pays-Bas, provoquant une onde de choc dans l'UE. Seuls 2 pays ont dit oui lors des référendums, le Luxembourg et l'Espagne, se souvient Jean Asselborn. Mais cette crise aussi fut surmontée. L'Union européenne s'est ressaisie et est parvenue au moins à ce traité de Lisbonne. Le principe espérance était donc au sommet. Le principe espérance, aussi difficile que cela puisse paraître avec le recul de 2 décennies, valait également pour les relations entre l'Europe et la Russie. C'était des années de rapprochement entre les ministres des Affaires étrangères des superpuissances. En Europe aussi, on ressentait quand l'Amérique et la Russie s'entendent, tout devient plus simple. Asselborn rappelle qu'en 2001, à la suite d'un discours très remarqué au Bundestag allemand, Vladimir Poutine avait été célébré comme un réformateur. Lorsque je relis ce discours plus tard, je ne peux m'empêcher de sourire. En ce qui concerne l'intégration européenne, déclarait alors le jeune président russe, nous ne soutenons pas simplement ces processus, nous les regardons avec espoir en tant qu'un peuple qui a tiré de précieuses leçons de la guerre froide et de l'idéologie pernicieuse de l'occupation. Aujourd'hui, affirme Asselborn, il est clair que nous avons affaire en Russie à un dictateur qui a totalement trahi notre confiance. C'est aussi pour cette raison que le présent politique est traversé par bien plus de pessimisme. Aujourd'hui, il me suffit de citer 2 dates, explique Jean Asselborn. Le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023. Par l'attaque contre l'Ukraine en février 2022, la Russie a détruit la Charte des Nations Unies. Ce fut un coup porté au droit international, souligne le ministre. Je relance. N'y avait-il pas déjà à l'époque de nombreuses voix critiques en Europe de l'Est reprochant à l'Occident sa naïveté à l'égard de Poutine? Pas tous les Européens de l'Est, retorque Asselborn. Si vous prenez la Hongrie par exemple, ils sont sur une toute autre ligne. Il y a toujours eu des réserves de la part de la Pologne, oui, mais je ne vois pas comment on pourrait dire aujourd'hui, si vous aviez intégré l'Ukraine à l'OTAN en 2008, tout aurait été différent. Y aurait-il alors eu une invasion de l'Ukraine quasiment immédiate, comme cela s'est produit quelques mois plus tard avec la guerre entre la Russie et la Géorgie? Qui sait, répond Asselborn. On peut aussi argumenter aujourd'hui que le fait de ne pas l'avoir intégré n'a pas empêché la guerre. C'est une réalité. Mais on ne peut pas se contenter de cette simplification. Nous étions tous dans le même bateau, d'une certaine manière, et nous avons tenté d'établir une relation normale avec la Russie, qui fait partie de notre continent. Et comment aurait-on pu faire autrement que par la coopération économique et culturelle?
Une autre grande menace résidait dans les ambitions nucléaires de l'Iran. Les efforts visant à stopper l'enrichissement de l'uranium iranien avaient été au point mort sous le dirigeant ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, au pouvoir de 2005 à 2013. La coopération était totalement bloquée, se souvient Hasselborn. Ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir du président plus modéré, Hassan Rouhani, que les négociations reprirent. L'accord international conclu à Vienne en 2015, visant à limiter et contrôler le programme nucléaire iranien, fut considéré comme un grand succès. Mais, en 2018, le président américain Donald Trump s'en retira. Jean Hasselborn ne comprend pas cette décision. Une erreur très grave. Aujourd'hui, le monde n'a plus le levier direct pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Le régime des mollahs travaillerait intensément à l'armement nucléaire et contribuerait à la déstabilisation du Moyen-Orient en tant que soutien des organisations terroristes Hezbollah et Houthi. Oui, je voudrais peut-être encore dire un mot sur l'Iran. Je vaste mon expérience et puis vous pouvez poser des questions si vous voulez. Alors, l'Iran. À 7 heures maintenant, Trump va atterrir en Chine. Et je pense que c'est, je ne dis pas le mot intéressant, mais c'est quand même, oui, bon, un certain intérêt existe. Qu'est-ce qui va se passer maintenant les 2 prochains jours dans cette entrevue entre Trump et Xi? D'abord, il faut dire que nous avions, et Michel l'a mentionné dans le livre, nous avions un traité qui s'appelait le JCPOA, qui a été signé en 2015 à Genève, et ceux qui ont initié ce traité, c'était les Européens. C'était d'abord, c'était Barnier, Villepin, Joschka Fischer et Jack Straw, les 3 ministres. Après, on y a associé les Allemands, c'était les 3 plus les Allemands, et les 3 qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité, plus évidemment les 2 autres, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Donc c'était 6 pays. Donc le P5, on appelle ça les P5, vous savez que ceux qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité, ce sont ceux qui ont la bombe atomique. Tout ça, plus les Allemands. Alors, on a négocié. À partir de 2003, sous Ahmadinejad, c'était pas possible. Sous Rouhani, on a donc trouvé une solution. Et là, il y avait dans ce traité 2 choses. D'abord, un droit de regard des Nations Unies sur l'enrichissement de l'uranium en Iran. Et ça a bien marché. Parce que l'AIA, qui est donc basée à Vienne, a dit les Iraniens, ils acceptent donc ce qui a été écrit dans ce traité. Et d'un autre côté, donc il y avait des sanctions américaines et des sanctions européennes, donc on a abaissé donc la pression des sanctions. À cette époque-là, j'étais 2 fois en tant que ministre luxembourgeois à Téhéran. Et j'ai vu Rouhani 2 fois. Et j'ai vu surtout les jeunes gens en Iran. Et tous m'ont dit, autant qu'ils savaient parler, parce qu'il y avait toujours quelqu'un autour, mais ils disaient, enlevez-nous cette pression sur notre tête, ce béton sur notre tête, nous on veut faire partie de la communauté internationale. À cette époque, les autorités iraniennes sont allés même très très loin. Ils m'ont montré le musée des vêtements de Farhadiba. Pour les jeunes, Farhadiba, c'était donc la dernière épouse de Don Quichotte. Donc c'est ici en France, non? Farhadiba, oui. Et Soraya, c'était, je crois, la première, et Farhadiba, la deuxième ou quelque chose comme ça. Bon, alors, il y avait un message très clair, et nous, en Europe, et les Américains aussi, Obama, ils ont dit, on a quelque chose en main. Netanyahu est contre, mais bon, ça c'est un peu normal avec cette position du Premier ministre d'Israël qu'on connaît. Mais 90% du monde était en faveur donc, de ces traités.
Et puis, 20 Trump, premier mandat, et il a cassé en 2018 ce traité. Alors, le traité, ça c'est la chose extraordinaire, en fait, c'est qu'il a voulu négocier avec les Iraniens, vous vous rappelez, en Oman et aussi au Pakistan, c'est vraiment de trouver une solution pour éviter à ce que les Iraniens aient la bombe atomique. Et peut-être techniquement, pour bien comprendre, vous avez l'uranium, et ça ne sert à rien, ça ne fait pas exploser une bombe, mais si vous enrichissez l'uranium, disons 2-3%, ça c'est pour l'usage dans les hôpitaux. Si vous allez jusqu'à 60%, vous avez déjà près, mais il faut 90% d'enrichissement. Apparemment, ce qu'on peut lire, c'est que les Solana, Javier Solana, qui était un physicien, nous a dit, pour arriver de 60% à 90%, c'est plus tellement lent. Mais pour arriver de 2-3% à 60%, ça prend beaucoup de temps. Et pour enrichir, c'est les centrifugeuses. Donc vous avez peut-être vu donc toutes les centrifugeuses qui sont en Iran. Bon, maintenant, les Iraniens, ils ont 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Alors Trump, il veut avoir... c'est comme les chasseurs, hein, il veut montrer quelque chose qu'il a obtenu pour arrêter la guerre. Évidemment, les Iraniens, ils ne vont pas accepter cela, ils ne vont pas remettre tout simplement aux Américains donc, cet uranium enrichi. Et apparemment, ces 440 kilos ont été subdivisés en 10 ou 15 fûts répartis dans cet immense pays qu'est l'Iran, où d'autres disent c'est enterré en dessous de la terre, à 800 mètres en dessous de la terre, et donc impossible d'y accéder. Je pense que ça c'est l'enjeu maintenant. D'abord, il faut bien voir pourquoi est-ce que ce Trump a voulu détruire ce JCPOA, parce que Obama l'a fait. Ça c'était dans sa tête, Obama l'a fait, donc c'est un mauvais accord. Et c'était vraiment quelque chose de très important parce qu'on avait un levier aussi sur les droits de l'homme, sur l'économie. En Iran, on aurait pu faire beaucoup plus de pression pour que les Iraniens... C'est évidemment un régime exécrable. Hein. Le 8 et le 9 janvier, environ au moins 40 000 personnes ont été tuées dans les rues. Khamenei, qui était encore vivant, a dit viser entre les yeux, pour être sûr que cela... Moi, j'ai entendu la semaine dernière, j'ai parlé avec un Iranien, une femme, une Iranienne, qui habite à Muscat, donc au Oman. Elle m'a dit qu'elle avait des amis qui étaient à leur domicile. Il y avait un portable, et ils ont déniché qu'il avait l'Internet sur le portable. Alors, ils ont mis les enfants dans la même chambre, ils ont tué les parents. Et les enfants ont dû regarder comment ils ont procédé. Je ne pense pas que cette femme m'a raconté quelque chose qui... Donc le régime, encore une fois, le régime il est exécrable et tout le monde serait évidemment content que ce régime disparaisse. Mais je ne pense pas qu'il va disparaître avec des bombes. Je ne suis pas sûr, enfin, ils peuvent éliminer, comme ils l'ont fait maintenant avec le Mossad, un certain nombre de personnalités, mais si une personne est visée et est éliminée, une autre surgit. Et je pense que les Américains, ils ne connaissent pas l'Iran, ils ne savent pas que ce n'est pas une construction verticale, mais c'est horizontal. Et donc, là, maintenant, puis après, c'était l'enjeu régime change, ils ont abandonné. Hegseth, c'est le ministre de la guerre, qui a dit avec un peu de chance, on peut aider aussi la population. Avec un peu de chance. Et là, c'est catastrophique parce que là, après le 8 et le 9 janvier, on aurait dû faire ce qui était inscrit dans la charte
des Nations Unies, c'est-à-dire il y a la responsibility to protect, la responsabilité de protéger. Et sur base de cet article-là, qui a été introduit dans la charte après Srebrenica et après le Rwanda, on aurait dû intervenir comme communauté internationale, mais là, alors sur le problème humanitaire. C'était jamais dans l'idée ni des Israéliens ni des Américains d'aider le peuple, mais évidemment, surtout les Israéliens essaient de détruire tout ce qui se rapporte à la bombe atomique, et pour Trump, c'est comme au Venezuela, c'est l'énergie, hein. C'est le pétrole et c'est le gaz qui vraiment est la première cause donc, de cette intervention. Je ne sais pas, personne ne sait comment ça va se terminer, si ça va se terminer vite ou pas vite. Moi, je ne pense pas que les Chinois vont faire le travail des Américains. Pourquoi? Parce que si cette guerre continue, vous avez vu que les stocks des munitions des Américains ont diminué. Alors plus la guerre dure, plus les Américains doivent donc utiliser des munitions, et moins ils ont de munitions pour si un jour on prend Taïwan, qu'ils puissent riposter. Donc c'est assez complexe, et ce Trump, on ne voit pas, les Israéliens ne sont pas devenus plus sûrs, le peuple iranien, il subit maintenant les bombes de ceux qui attaquent et les atrocités du régime, donc les deux ensemble, et puis le monde est devenu beaucoup plus, s'est divisé, s'est fracturé encore plus, et j'espère que la pression reste quand même constante sur Trump, donc, et ce qui compte, c'est pas la pression internationale, c'est la pression domestique. Et j'espère que les Américains, le peuple américain qui a commis une faute énorme en réélisant donc Trump pour la deuxième fois, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire donc au midterms, c'est-à-dire au mois de novembre. Au moins qu'il n'ait plus la majorité dans une chambre, mieux ce serait dans deux chambres, et la plus importante c'est le Sénat. Et peut-être que cela va... Bon, je m'arrête là, et je pense que... Enfin, chef, vous êtes chef ici avec... S'il y a des questions, je suis gentil. Mais on a déjà dépassé 8 heures, mais c'est à vous de... Ben, voilà, c'est à vous de poser des questions. Donc, sur... C'est pas une question, c'est, disons, un rapprochement. Est-ce qu'on peut comparer la situation de Luxembourg par rapport à l'invasion allemande avec la situation de l'Alsace et de la Lorraine? Parce que semble-t-il, c'est très proche, le fait que les femmes aient dû partir pour 6 mois, comme les Allemands, travailler je ne sais où, et puis après l'enrôlement dans l'armée allemande. Alors donc vous avez aussi des malgré nous. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement. Donc les Alsaciens, enfin, surtout les Alsaciens comme les Luxembourgeois, il y en a qui sont restés jusque dans les années 50, en Russie. Hein. Et surtout à Tambov. Beaucoup d'Alsaciens étaient à Tambov. Donc c'est tout à fait la même chose, malheureusement, mais nous, on était un pays. Donc c'était encore plus difficile à expliquer. Donc, il n'y a personne qui nous a aidés. Tandis qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand même, l'Alsace était française. Après. Mais la Moselle aussi. Oui. Mais... Oui, je vois. Non, pas la Lorraine, la Moselle. Oui. Et puis la Sarre, vous savez qu'elle est restée donc, française. Oui, elle était indépendante. Mais c'est parti de la fusion des régions. Il y a eu une nouvelle sur la fusion des régions, c'est pas lié forcément à. Parce qu'avant l'Alsace-Lorraine, si oui, on a fait une fusion, Lorraine-Alsace, c'est par exemple des lois Attends, il y a la déconcentration de la région des fusions, oui. Ça s'est fait il y a une dizaine d'années, et du coup on s'y perd. Mais avant c'était beaucoup plus. C'était plus séparé. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle une chose. Vous savez que les Allemands sont devenus champions du monde en 1954, à Berne. Avant cela,
l'équipe de la SAR avait presque battu l'équipe nationale d'Allemagne. Donc, les Allemands ont joué contre la SAR au football. Bon, ils ont gagné 3-1, mais quand même. Donc, c'était quelque chose. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est identique. Ma mère, ce qu'elle m'a raconté, le Arbeitsdienst, ce n'était pas du travail forcé. Ils ont travaillé dans l'agriculture ou bien dans des fabriques, et ils étaient bien logés. Donc mais non, évidemment, c'était 6 mois, et à la maison, il y avait le père qui était malade de ma mère, mais elle a dû quitter, donc pour 6 mois, elle a dû quitter son domicile, elle était recrutée par la force, oui. Et elle n'a rien gagné, elle n'a aucune pension, rien, pendant ces 6 mois. Bon, c'est pas comme ceux qui ont dû mettre l'uniforme. Pas le SEO. Voilà. C'est quelque Autre chose. Moi, quand même, j'étais un peu une terre d'accueil, un petit peu la Lorraine, une terre d'accueil pour les Italiens, et les Polonais, une terre d'accueil. Oui, les Polonais aussi. Oui, parce qu'ils pouvaient d'ailleurs transiter la Lorraine et travailler et s'intégrer à la Lorraine en étant originaire d'autres pays et pouvoir travailler. Et c'était compliqué de généalogie. Ils pouvaient travailler au Luxembourg et travailler à l'Arvède. C'est compliqué. Et après, les pensions de retraite qui étaient à donner parce qu'ils n'étaient pas comptabilisés avec Esch sur Alzette. Et il y avait la Hadir, à Difference, qui était ça. C'est là où on fait les poutres grès. Donc ceux qui sont à New York, il y a dans beaucoup de pays où il y a un risque de tremblement de terre parce que l'élasticité est très grande. Et est-ce que les Maghrébins ont existé aussi? Madame? Est-ce que le phénomène des Maghrébins, c'est-à-dire des gens, des hommes qui ont été incorporés, Oui. et qui ont été incorporés contre leur volonté, évidemment, mais un certain nombre ont résisté. Ont résisté, c'est-à-dire... Ah oui, oui, mais ceux qui ont résisté, ils se sont cachés. Oui, mais ils Et sont pas... qu'est-ce qu'on a fait avec la famille, les familles? D'abord leur propre famille, et puis les familles qui les ont cachés. Ils vivaient sous risque d'être tués ou d'être déportés en Allemagne. Oui. Umgesiedelt. Oui. Ça s'appelait Umgesiedelt. C'était gentil. Mais ça c'est gentil. Oui. Mais Umgesiedelt, pardon. Oui, pardon. Je peux raconter une petite anecdote. Je viens de Trèves, la région de Trèves, un petit village, Trier. Et en France, je pensais que personne ne connaît Trèves. Mais quand j'ai parlé avec des hommes, ah Trèves, je connais Trèves, j'ai fait mon service militaire à Trèves. Et ma grand-mère, elle s'appelle Irma, et elle, alors les soldats français, elle se souvient toujours du parole, tout de suite travailler, tout de suite travailler. Et ça c'était la mentalité des vignerons et des agriculteurs dans notre région. C'était bon, et elle a toujours aussi nous comme enfants, alors tout de suite travailler. C'était un des slogans. Mais il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent. Hein. Oui, mais on travaille. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur la salle? Oui. Moi, c'est sur un sujet complètement différent. Je me demandais quel est votre point de vue sur un possible élargissement de l'Union européenne, parce que vous êtes arrivé en 2004. Pardon. Venez un peu plus. Oui, pardon. Est-ce que du coup vous êtes... Donc vous avez parlé sur l'élargissement. Exactement, un possible élargissement, parce que vous êtes arrivé en 2004. Oui. Du coup, vous avez connu l'Union Oui, européenne oui, dans oui. son élargissement. Et du coup, voilà, juste si je vous demandais... Bon, en 2004, quand je suis venu, d'abord la première réunion, 2004, au mois de décembre, c'était au Conseil européen, parce que les ministres des étrangers étaient au Conseil européen. Et il y avait une question à résoudre, c'était le 18 décembre 2004, Turquie. Et avec toutes les voix, donc unanimité, il n'y avait pas encore la Roumanie ni la Bulgarie. Et tous les pays, avec les Anglais, avec tout, on était pour. Alors, on a discuté. Et Erdogan, qui était Premier ministre, Abdullah Gül, qui était ministre des Affaires étrangères, et ils sont partis de la salle du moment où on a voté, donc évidemment. Ils sont revenus, ils ont dit, écoute, c'est très bien ce que vous avez fait,
Mais cela ne veut pas dire que le traité d'Ankara est accepté. Et qu'est-ce que c'est le traité d'Ankara? Ça, c'est tout le problème sur Chypre. Donc, ils n'ont pas accepté donc, que Chypre devienne membre de l'Union européenne. Parce que, vous savez que Makarios, dans les années 73, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai parlé encore avec un Turc, aujourd'hui, il y a toujours une séparation. Vous avez le nord qui est dominé par les Turcs et le sud qui est dominé par les Grecs. Enfin. Et donc, c'est une séparation toujours de cette île. Et on pensait en 2004 peut-être que si on intègre la Turquie et que la Grèce est d'accord, on va résoudre le problème de Chypre. Mais c'est pas vrai. Les deux autres pays, madame, c'était la Macédoine, qui s'appelait encore à cette époque la Macédoine, et la Croatie. Et je vais vous raconter en 2 mots. La Macédoine, elle a entre-temps changé son nom en Macédoine du Nord, parce que les Grecs ne voulaient pas que ce nom existe. Ils l'ont changé, et ce qu'on a fait, nous, pendant 3 ans, on n'a rien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Macédoine du Nord? Cette aspiration européenne est partie. Il y a aussi des gens comme Orban qui dirigent ce pays maintenant, qui ne veulent plus rien savoir de l'Union européenne. Et c'est une faute capitale que nous avons fait, à cause surtout des Bulgares, qui avaient un problème avec la langue. Quoi. Le troisième, c'était la Croatie. Et qu'est-ce qui s'était passé en Croatie? En Croatie, il y avait un tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Et il y avait une procureure qui s'appelait Carla Del Ponte, une Suisse. Alors, en Croatie, il y avait un type qui s'appelait Gotovina. Donc, je ne suis pas sûr, mais c'est certainement quelqu'un qui a fait. Enfin, je ne sais pas le potentiel des actes criminels qu'il a fait, mais il a fait des actes criminels. Et les Britanniques et la majorité donc, de l'Union européenne nous avons dit il faut que ce Gotovina soit donc livré à la Cour internationale de la Yougoslavie. Et Carla Del Ponte, vraiment c'était une Suisse, une diplomate suisse, qui en était la procureure générale. Et ça a duré. Au début, moi j'étais président de ce club pour traiter avec Carla Del Ponte, parce qu'on avait la présidence en 2005. Après, c'est devenu Czech-Slov, c'est les Anglais qui nous ont suivis donc, en 2005, deuxième. Nous, on avait le premier semestre, eux, ils avaient le deuxième semestre. Et puis, après beaucoup de palabres, donc on a trouvé une solution, et ça a duré jusqu'en 2013, jusqu'à ce que la Croatie est devenue donc, membre de l'Union européenne. Si vous y êtes, les Balkans, c'est notre jardin, hein, c'est le nôtre. C'est pas celui de l'Arabie Saoudite ou des Russes ou des Turcs ou des Américains, c'est le nôtre. Et là, vous vous rappelez peut-être qu'en 2003, Kostas Simitis, qui était le Premier ministre de la Grèce, les Grecs avaient la présidence, ils ont dit tous ces pays des Balkans ont le droit d'entrer dans l'Union européenne s'ils acceptent les conditions, évidemment. Bon, là, aujourd'hui, si on fait un constat, ça reste énormément difficile. Surtout, le pays le plus important, c'est la Serbie. La Serbie, c'est 6 millions d'habitants. Et pas seulement que la Serbie et le Kosovo, ça ne marche pas du tout encore. Hein. Donc, moi, j'ai vécu aussi toutes ces choses avec Ahtisaari, où on a trouvé une solution. Je crois qu'il y a maintenant 110 ou 120 pays qui, sur 193, qui acceptent donc l'indépendance, qui ont reconnu le Kosovo, et pas tous. Et d'un autre côté, donc, vous savez que Vučić, il regarde vers l'Est, beaucoup plus que vers l'Ouest. Et donc, ça reste extrêmement compliqué. La Bosnie-Herzégovine, la même chose. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nation, ce sont 3 communautés. Hein. Ici, avec Dodik, qui est maintenant soutenu par Trump, ça reste énormément difficile. Et puis, là où ça marcherait, c'est le Monténégro et l'Albanie même.
Mais c'est quand même. Mais si un jour on a à nouveau une instabilité, pour prendre un mot faible, même si ça peut éclater à nouveau. Hein, ça peut éclater à nouveau. Et donc c'est notre problème, et nous serons les premiers touchés. Donc on doit les accompagner. Il faut pas. Moi, en 2005, j'ai dit, en 2015, tous ces pays sont membres de l'Union européenne. Après 2015, c'était 2025. Maintenant, il faut arrêter. Il ne faut pas dire. C'est la même chose un peu avec l'Ukraine. Hein. Si on met des chiffres un chiffre en attente, c'est comme un ballon qui peut éclater, et puis c'est désespérant pour les gens. Hein. Bien, alors là, l'Union européenne, l'élargissement, évidemment, il y a un autre petit truc qui est la Turquie aujourd'hui. Pour être bref et clair, moi je ne pense pas qu'avec Erdogan et avec sa conception de l'état de droit, on puisse à nouveau devenir partenaire et reprendre la négociation sur l'élargissement. Vous avez vu que le maire d'Istanbul, il risque 2000 ans de prison. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec 2000 ans, mais quand même, imaginez quelqu'un qui est très jeune, qui est maintenant depuis des années en tôle, de Demirtas, le Kurde, depuis 10 ans, hein, pratiquement, il est sans aucun procès. Il est retenu. Le président de Amnesty International aussi. Donc, absolument pas possible. Et puis, il y a évidemment l'Ukraine et la Moldavie. La Moldavie, c'est un petit pays, un peu plus grand que le Luxembourg, mais totalement dans les cordes. Hein. Et vous savez que ce pays est divisé. Vous avez la Transnistrie, où les Russes sont stationnés. Et puis, la Sandu, c'est-à-dire la présidente, elle est très bien, elle est très, très forte, elle est très pro-européenne, mais pourvu que ça tienne, hein, je ne sais pas. Et puis l'Ukraine, il faut évidemment garder, pour le peuple ukrainien, il doit garder l'espoir qu'il puisse être un jour mieux protégé et être membre de l'Union européenne. L'OTAN, ce sera toujours difficile. Ça peut durer des décennies. Mais l'Union européenne, c'est possible. Et Poutine, dans toute sa sagesse, parce que c'est un faucheton, hein, il veut pousser l'Ukraine dans l'Union européenne parce qu'il sait très bien que ça causera d'énormes problèmes. Si vous regardez la relation uniquement avec la Pologne, vous rappelez les grains, donc ce sera énormément difficile. Mais bon, en tout cas, il n'est pas contre ce qu'il dit, il n'est pas contre une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais est-ce qu'elle est prête? Il faut vraiment tout faire, l'aider à ce que l'Ukraine fasse les réformes, surtout au niveau de la justice, au niveau du combat contre la corruption, tout ça, et puis ne pas se laisser entraîner en exclamant des dates, parce que là c'est pas réalisable. C'est pas réalisable en une année ou en 2 années. Donc il faut du temps et puis il faut évidemment que cette saloperie de guerre se termine. Et là, Poutine a les clés en main. C'est pas l'Ukraine. Hein. C'est un peu long, hein, mais le bloc, c'est une question importante pour l'Union européenne. Donc l'élargissement, d'un côté, l'approfondissement de l'autre, c'est ça, disons, l'identité de l'Union européenne en dépend. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'endettement de la France? L'endettement de la France. Ça c'est pas bon. Hein. Non, mais quand on parle de l'Europe, c'est compliqué, quoi. Oui, surtout ce que j'ai dit sur les Allemands. Donc le tandem franco-allemand. Oui. Et puis entre les deux, il y a l'euro. Hein. La France, c'est le 2e pays de l'Union européenne, avec un endettement qui dépasse les 5%. Donc ce sont des milliards et des milliards. Et on ne voit pas comment redresser tout cela. Je pense, si je peux donner mon opinion, Macron, au niveau de l'Europe, est
politique internationale, je partage beaucoup de choses qu'il dit, mais sur la dissolution au mois de juin 2024 de l'Assemblée nationale, là, c'était une erreur, à mon avis, une grande erreur, parce que si on regarde de l'extérieur, la France n'est plus capable de voter une loi à partir de ce moment-là. Vous avez, heureusement, ce qu'eux, ils n'ont pas en Allemagne, le 49.3. Donc, le budget a été adopté parce que la méfiance n'a pas été exprimée. Et donc, l'endettement de la France, je pense que si cela dure, et si, imaginez que cette crise puisse durer encore une année, le détroit de Hormuz. Donc, ça va s'accroître. Les Allemands, ils ont aussi énormément de discussions. Vous savez que la politique intérieure allemande, pour l'instant, il y a une certaine instabilité. Les syndicats et les patronats avec le gouvernement, ça ne marche pas du tout. Ils ont commencé maintenant un débat sur le travail de 8 heures par jour. Et là, si vous avez vu les images, comment Merz a été reçu au niveau donc, des DGB du syndicat, c'est quand même un peu choquant aussi, donc, des deux côtés, je veux dire. Donc, je vois cela, la dette de la France, évidemment, en tant qu'Européen, je le vois d'un mauvais œil. Je ne peux pas. Parce qu'à un moment, les Allemands vont devenir nerveux. Et si les Allemands deviennent nerveux, les Néerlandais et d'autres qui parlent aussi cette langue, ils vont partager cette nervosité. Et moi, je me rappelle la crise financière 2011 et après la crise du budget. On a tout fait en Europe, c'est que Merkel a voulu, tout. Et ce n'était pas Merkel seul, c'était Karlsruhe qui a dicté la pace. Ce sont eux qui ont dit il faut faire ça et ça et ça. Et on a même changé la constitution. Le traité de Lisbonne, non, c'était pas le traité de Lisbonne, c'était le traité de l'Union européenne. C'était pour le traité de Lisbonne, c'est de 2009. Donc, oui, c'était le traité de Lisbonne. Oui. On a changé le traité pour fixer la stabilité de l'euro. Et donc, c'est ça que. Vous savez que l'euro, c'est quand même devenu une monnaie mondiale. Avec le dollar, le renminbi, donc le truc chinois, c'est quand même devenu. Et on ne peut pas jouer avec cela. D'un autre côté, la France, je pense, moi je suis luxembourgeois, vous avez une relation, disons, entre les partenaires sociaux qui est très délicate, et puis cette relation des partenaires sociaux avec le gouvernement aussi. Mais vous voyez, au Luxembourg, le même phénomène se produit, tout comme en Allemagne. Et nous sommes dans une période où, premièrement, ce partenariat entre syndicats, patronat et gouvernement n'a plus beaucoup de chances de réussir parce que nous ne sommes pas en croissance. Si un pays est en croissance, cela peut marcher. Et cela a toujours marché depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple au Luxembourg. Et maintenant, ça ne commence plus, ça ne marche plus. Et puis, deuxièmement, du côté des syndicats, vous avez le phénomène que de plus en plus de gens ne peuvent plus vivre de leur salaire. Et à Paris, on m'a dit cela, je le crois, qu'il y a des gens qui vont à Paris avec leur voiture et qui dorment dans leur voiture. Et le lendemain, ils vont travailler. Donc c'est quand même quelque chose d'effarant. Et en Allemagne, vous avez la même chose. Au Luxembourg, en plus, vous avez les loyers horribles. Vous avez vous avez un salaire minimum qui est presque 4 000 euros, mais vous payez 1 500 euros pour deux chambres de loyer. Donc c'est toujours la relation qui est très difficile. C'est le gens qui. Est-ce qu'il y a encore. J'ai une proposition à faire, j'ai réfléchi tout à l'heure. Standgericht, en français, est-ce que ce n'est pas le tribunal exceptionnel? Oui, le tribunal exceptionnel, il y a un autre nom. C'est ça, mais il y a un autre nom.
mais on va les gens, ils étaient condamnés et exécutés. Oui, mais Il n'y avait pas de défense. Ça s'est passé ici à Dijon. Il y a eu ce genre de tribunal pour des résistants du côté de l'Ossoir qui avaient descendu un officier allemand et ça a été fait pour eux dans le mouvement. Tribunal d'exception. Alors, ce que je vous propose, on l'avait dit tout à l'heure déjà, donc il y a le livre que vous pouvez acheter ce soir, donc le journal C'est bon, mais peut-être avant tout cela, on va surtout applaudir et remercier